Tout pour investir, le coffre-fort. On va parler art, on va parler art déco, on va parler modernisme avec les spécialistes d'Agut. Nous sommes en ce moment avec Jessica Rémy-Catanez. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on va parler art déco, on va parler modernisme, on va parler de tout ce qui découle finalement de l'art nouveau. Il faut se remettre à l'esprit, on sort de 1910, 1920, 1930. Et c'est, c'est un mouvement architectural et artistique qui évolue avant la période de guerre, etc., et qui s'inscrit vraiment dans le patrimoine historique de toutes nos villes, que ce soit Paris, que ce soit Bruxelles, que ce soit Barcelone. Il y en a partout. Et c'est quelque chose qu'on voit à travers l'immobilier. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup à travers le travail des arts décoratifs, du meuble, etc. Et vous êtes en train de nous dire, et c'est votre thèse de départ, que c'est peut-être le moment de vendre quand on a un objet de ce type-là. Alors, qu'est-ce qui explique ce contexte favorable ? Eh bien, cette année, on a la chance à Paris de fêter le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui est un moment extrêmement important pour l'histoire des arts décoratifs. C'est un instant charnière pour la période parce que cette exposition, à la fois consacre l'apogée du style art déco qui a émergé les années précédentes, comme vous le disiez, et qui vraiment trouve sa quintessence en 1925. On pense évidemment à l'Hôtel du Collectionneur d'Émile Jacques Ruhlmann notamment, et d'autres. Mais sur cette même exposition, on voit aussi émerger face à ça une géométrisation plus radicale qu'est le courant moderniste. Oui. Avec cette grande figure qui est Robert Mallet-Stevens et l'ambassade française ou le pavillon du tourisme. Et donc, cette année, comme nous fêtons le centenaire, on constate que des institutions ont remis la période à l'honneur avec différentes expositions. Et donc, c'est le moment où le marché de l'art suit l'actualité. C'est le moment où les collectionneurs ont envie de faire passer les mains, leurs œuvres entre d'autres mains. Et ça se défend très bien. Il y a du répondant en face. Robert Mallet-Stevens, si vous êtes à Paris, que vous avez 2 minutes pour aller faire un tour dans le 16e arrondissement, il y a la Villa Mallet-Stevens, qui est un endroit absolument extraordinaire, alors aussi bien du côté de l'architecture que de la mise en place des végétaux, etc. Enfin, c'est quelque chose d'admirable. Au milieu de tout ça, il y a l'optique du placement, bien entendu. Qu'est-ce qui, finalement, fait l'objet du plus de demandes ? Qu'est-ce qu'on recherche sur le marché quand on cherche des objets d'art déco de cette époque ? On cherche à la fois les grandes signatures, parce que les grandes signatures fonctionnent toujours. On parlait d'Émile Jacques Ruhlmann. L'année dernière, on a vendu un fauteuil de 1925, 26, 27, on ne sait pas exactement, qui était en ébène de Macassar, donc les bois précieux d'Indonésie, exactement, qui nous avait été confié par une personne qui l'avait reçu par héritage, qui elle-même l'avait reçu directement de l'artiste qui avait collaboré avec elle. Et ce fauteuil a été défendu sur le marché jusqu'à plus de 57 000 €. Donc ça, évidemment, ça donne une idée, ça fonctionne très bien. Si on parle plutôt de courant moderniste, on peut parler de Jacques Le Chevalier, qui était un des collaborateurs de Robert Mallet-Stevens, qui avait notamment conçu les appliques du vestibule de la Villa Cavrois, cette villa manifeste qui se trouve à Croix. Et la maison Agut, par exemple, j'ai un exemple en tête, avait vendu une paire d'appliques en aluminium et bakélite, donc les matériaux industriels défendus par le modernisme, plus de 23 000 €. Donc voilà, il y a les deux, les deux courants se défendent très bien sur le marché. Ce sont des esthétiques qui sont différentes, avec des amateurs qui sont différents, mais les deux fonctionnent en fait dans les intérieurs actuels. J'allais vous dire, quand on a commencé à parler de modernisme, moi je me souviens d'un voyage à Barcelone, il y a très longtemps. On parlait ils en sont très fiers d'ailleurs, du modernisme catalan. Alors là, on a l'impression d'une branche de cet art déco qui est directement partie d'Hector Guimard, donc les portiques du métro, la Villa Béranger, dans le 16e là aussi, mais qui est partie directement s'exporter à Barcelone avec des accents très naturels. Il y avait beaucoup de plantes, beaucoup de choses comme ça. Le modernisme français, c'est pas du tout la même chose. Non, effectivement, le modernisme catalan, il est bien plus empreint de l'art nouveau et vraiment de la quintessence du végétal. Et effectivement, on retrouve ça évidemment chez Gaudi, tant dans l'architecture en effet que dans le mobilier de Gaudi, dont on a très peu d'exemples, mais qui sont des exemples aussi très recherchés des collectionneurs. Ah bah oui, ça c'est totalement collector. Mais il y en a tellement peu sur le marché que ça flambe complètement aux enchères. Le modernisme français, il s'inscrit beaucoup plus dans le courant des avant-gardes du début du XXe siècle. Il est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, une géométrisation beaucoup plus radicale. On est sur la recherche de la ligne pure,
Vraiment l'emploi de matériaux industriels. On va beaucoup utiliser l'acier, l'aluminium, le métal tubulaire. Ça, c'est vraiment la signature des modernistes Les français. boulons, le progrès, l'industrie. Exactement, le verre. Et après, on peut avoir aussi une tendance chez les... Vous parliez tout à l'heure de la rue Mallet-Stevens dans le 16e à Paris. Chez les sculpteurs de ce courant moderne et moderniste, que sont notamment les frères Martel, qui ont aussi collaboré avec Robert Mallet-Stevens. Et Robert Mallet-Stevens a créé leur atelier qui se trouve à Impasse Mallet-Stevens dans le 16e. Qui est merveilleux. Et chez les frères Martel, j'y pense parce qu'on a dispersé un très bel ensemble en juin dernier. On retrouve vraiment cette rigueur géométrique, la puissance. Ils étaient passionnés de vitesse, vous qui aimez l'automobile. Ils ont fait beaucoup de mascottes de voitures. On en a vendu d'ailleurs une très belle, une petite hirondelle, plus de 11 000 € en juin dernier. C'est celle qu'on voit à l'écran d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est la Pi. Ah non, ça c'est... Et l'hirondelle est une version très proche de celle-ci, en effet. Génial. Et donc là, on est vraiment, effectivement, c'est la géométrie qui prime. Effectivement. Et là, du coup, on se rapproche peut-être plus du nord que du sud, c'est-à-dire qu'on va plus vers ce qui sera le Bauhaus plus tard. Exactement. Voilà, on est dans le, c'est pas dans le brutalisme encore, mais dans quelque chose d'efficace. Voilà. C'est vraiment, on est très proche de Bauhaus, vous avez raison, parce que vraiment, la signature du métal tubulaire, c'est un élément qu'on retrouve dans les deux courants. Et si il y a ce manifeste de Robert Mallet-Stevens avec la Villa Cavrois, qui d'ailleurs aujourd'hui a une politique très active de réameublement d'origine, parce que Robert Mallet-Stevens, il concevait ses œuvres comme des œuvres totales, et donc il a conçu tout le mobilier des villas qu'il construisait. Et s'il y a vraiment un intérêt particulier chez les collectionneurs, notamment du Nord, c'est aussi parce qu'on a un écho de l'autre côté de la frontière. Effectivement. Alors, je lis d'autres noms, alors là, que je connaissais un petit peu moins. Jacques Le Chevalier, René Coquelin. Oui. Et Louis Sogno. Oui, et Louis Sogno, il est un tout petit peu en marge. On peut considérer que c'est un créateur affilié au courant de l'Union des artistes modernes. Donc l'UAM, c'est très proche du modernisme, mais après, ça aura un écho encore un petit peu plus tard. Charlotte Perriand en a fait partie d'ailleurs au début des années 30. Et après, ça va découler encore un petit peu plus tard. Jean Prouvé en fait partie. Et Louis Sogno, la Maison Acute notamment, j'ai un exemple en tête également, avait vendu un fauteuil vraiment typiquement en acier tubulaire avec ces structures très métalliques. Et ça s'est défendu sur le marché à hauteur de 8 000 €. Ce sont des choses qui sont recherchées encore aujourd'hui. Et en plus, qui sont tellement tendance en ce moment dans la déco actuelle. Mais on a envie de l'objet original finalement, parce que c'est de là que tout vient. Ouais. On en trouve encore. Beaucoup de choses sont entre les mains privées, mais le marché est soutenu par les institutions et on a de vraies batailles d'enchères entre des collectionneurs privés et les institutions, et c'est ça qui fait qu'on obtient les meilleurs prix. Mais quand je vous parlais de la collection des frères Martel, elle était entre des mains privées d'un collectionneur du Nord, justement. Elle est passée pour pratiquement la totalité de l'ensemble entre d'autres mains privées d'un collectionneur parisien. Et seulement 2 objets ont été acquis par des institutions. Donc voilà, on trouve encore des choses, et là je vous parle vraiment de choses qui datent des années 25, 28, 30, il y a 100 ans. Donc vraiment des pièces exceptionnelles. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jessica Rémy Catanès, de nous avoir parlé de cette époque merveilleuse.